quand nous avions commencé à conceptualiser et débattre la thématique, j'avais appelé Michel, on s'est entendu sur un certain nombre de concepts: austérité, guerre, violence policière et mensonge. Pourquoi? Parce qu'il y a une imbrication de ces concepts. Il y a une interrelation entre les guerres sans frontières d'une part, l'application des mesures néolibérales, l'austérité à outrance, qui se présente comme une solution à la crise alors qu'elle en est la cause, parce que plus on applique les mesures d'austérité, plus on brime l'économie, le pouvoir d'achat, et on détruit également les finances de l'État. Pourquoi? Parce que l'austérité mène au chômage, le chômage mène à des gens qui sont marginalisés, qui ne paient pas d'impôts, et l'assiette fiscale s'effondre. C'est du ABC de l'économie, mais néanmoins, et c'est là où le mensonge économique entre en ligne de compte. Toutes ces mesures qui sont préconisées mènent à la destruction et bien sûr à la concentration de la richesse. J'y reviendrai. Austérité, guerre, violence policière et mensonge. Violence policière, pourquoi? Parce que le projet de restructuration par voie économique et financière, d'une part, et par voie militaire d'autre part, c'est-à-dire guerre sans frontières, mène à l'effondrement du niveau de vie. Et ce processus d'effondrement qui fut amorcé dans les années 80 dans les pays du tiers-monde avec ce qu'on appelait la crise de la dette, eh bien maintenant elle se voit généralisée. On pensait que la médecine économique de cheval du Fonds monétaire de la Banque mondiale s'appliquait uniquement aux pays en voie de développement, dits en voie de développement, c'est-à-dire aux pays pauvres. Mais on voit maintenant que cette recette économique s'applique de manière généralisée. Elle est appliquée à un certain nombre de pays européens. Et j'y reviendrai parce que cet effondrement n'est pas dû à une faiblesse de l'économie réelle, elle est due en grande partie à une manipulation frauduleuse des marchés financiers, par ce qu'on appelle les produits dérivés. C'est très complexe, mais pour paraphraser William Shakespeare, je vais donner la citation en anglais: Hell is empty, the devils are here. L'enfer est vide, les diables sont avec nous. OK? Par conséquent, nous faisons affaire, en fin de compte, à un projet qui, à bien des égards, est un projet criminel. Et non pas un projet criminel dans le sens de la mafia, mais la mafia est un instrument des criminels. Pourquoi est-ce qu'elle est criminelle? Parce qu'elle approprie la richesse, soit par pillage, ou par guerre, ou par des mécanismes frauduleux, par des opérations spéculatives sur le marché des changes, par exemple. Et ce sont les mêmes acteurs. Comprenez bien, la guerre et la mondialisation sont imbriquées, et c'est quelque chose qui est important dans les mouvances sociales, parce qu'on ne peut pas dire « je suis contre la mondialisation, mais je suis pour la guerre aux terroristes ». C'est une contradiction. On ne peut pas avoir un mouvement anti-mondialisation, altermondialiste, sans aborder la question de la guerre. Et par conséquent, les mouvements, je devrais dire également, les mouvements sociaux sont manipulés. Et c'est probablement un des facteurs les plus importants dans ce débat, à savoir que souvent les mouvements sociaux à la base sont manipulés par des organisations qui reçoivent leur financement du secrétariat d'État via le National Endowment for Democracy et autres. Et je peux vous dire que les dirigeants, non pas les bases, mais les dirigeants des mouvements sociaux en Égypte, à savoir Kifaya, qui était
qui veut dire assez en arabe, et le mouvement du 6 avril était directement contrôlé par des fondations américaines, ou du moins était en liaison, et en liaison avec l'ambassade des États-Unis, de telle sorte que les mouvances sociales sont infiltrées, sont également manipulées, et c'est quelque chose qu'on doit nécessairement prendre en ligne de compte. Pourquoi, en quoi est-ce que cette crise mondiale a à voir avec la crise sociale au Canada et au Québec? Elle a beaucoup à voir. D'abord parce que depuis un certain nombre d'années, nous avons suivi une ligne de conduite établie à Washington en matière de sécurité nationale, mais également en matière de restructuration, si vous voulez, de la justice, des corps policiers, la militarisation de ce que les Américains appellent law enforcement, et également des accords qui sont très peu connus du public, à savoir que vous avez des structures de commandement intégrées entre le Canada et les États-Unis. Vous avez également un accord, à savoir que les forces armées américaines peuvent rentrer en territoire canadien, n'importe où, jusque dans les territoires du Nord-Ouest. Et ceci, c'était d'ailleurs la base même de l'accord qui fut, je ne devrais pas dire l'accord, de l'annonce unilatérale qu'a fait le secrétaire à la Défense Donald Rumsfeld en 2002, lorsque Northern Command a été créé. Il a dit « La juridiction de Northern Command s'étend du bassin des Caraïbes jusque dans les territoires du Nord canadien. » Et ceci a été posé de manière unilatérale. Le gouvernement chrétien à l'époque l'avait refusé formellement, mais de facto, il a été mis en branle. Et maintenant, on a une refonte de l'accord qui est la NORAD, okay? Et qui s'étend. La NORAD, c'était l'accord de défense à l'endroit de l'Union soviétique à l'époque de la guerre froide. C'était uniquement lié à l'espace, mais maintenant on a un NORAD maritime et on a un NORAD terrestre. Le NORAD terrestre n'est pas vraiment conclu, mais de facto, ça veut dire que les États-Unis peuvent intervenir partout en territoire canadien, québécois, bien sûr avec l'accord de nos gouvernements qui sont, en fin de compte, des instruments des mêmes élites économiques imbriquées au pouvoir de Wall Street, des pétrolières du Texas, etc. Alors, vous avez en marge de vous avez un certain nombre de secteurs, je ne parlerai pas des acteurs, mais plutôt des grands secteurs qui sont derrière cette crise, qui sont les principaux acteurs de cette crise. Vous avez bien sûr Wall Street, okay, le pouvoir financier. Vous avez les pétrolières du Texas, je devrais dire les pétrolières anglo-américaines, parce que British Petroleum est une société anglo-américaine qui anciennement s'appelait The Anglo-Persian Oil Company, qui a acquis ses richesses par le pillage des ressources pétrolières de l'Iran. Mais aujourd'hui, British Petroleum est anglo-américain, c'est la fusion de la American Oil Company Atlantic Richfield avec la British Petroleum. Donc il y a une entité anglo-américaine qui a un pouvoir énorme et qui est derrière le projet militaire. Et ensuite, vous avez ce que le président Dwight Eisenhower appelait le complexe militaro-industriel, qui sont les grandes sociétés de la dite défense, les producteurs d'armes, incluant les armes nucléaires, et qui sont partie prenante d'une guerre sans frontières.